Bonjour Bruno. Bonjour. Vous venez juste publier un livre sur l'Europe avec le titre de Libérons l'Europe aux éditions Croquant. De quoi est-il question quand vous proclamez Libérons l'Europe? Est-ce que l'Europe est devenue une prison? Est-ce que vous voulez libérer de qui et de quoi? Si c'est possible non, bien sûr. L'Europe, fort heureusement, il y a encore des marges de manœuvre démocratique. Mais il ne faut pas s'y tromper, la situation de l'Europe est devenue extrêmement sérieuse et souvent sous-estimée à cause du fait qu'elle a été placée sous le carcan de Maastricht, du traité de Maastricht, par les différents gouvernements, puisque ce sont d'abord ces gouvernements qui sont responsables, puisque ça a été une construction intergouvernementale. Donc ils ont placé cette construction européenne sous l'égide des marchés financiers. Et c'est cela qui nous conduit aujourd'hui, peu à peu, vers le national-libéralisme. C'est ça qui est très préoccupant. Alors, l'UE souffre d'un double défaut de naissance. Le premier, ça a été cette construction, je viens d'évoquer, d'avoir placé cette construction, les différents gouvernements ont placé cette construction sous l'égide des marchés financiers. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, on ne comprend pas sinon cette obsession à lutter contre l'inflation, cette obsession à l'austérité pour justement expliquer, pour justement réduire l'inflation. Et donc, et pourquoi réduire l'inflation coûte que coûte? Parce que l'inflation, c'est l'ennemi des rentiers, des gens qui placent, ou des entreprises qui placent leur argent sur les marchés financiers. Alors, deuxième défaut de naissance, donc marché financier, premier défaut de naissance. Deuxième défaut de naissance, il se laisse déduire du premier. Sur ces marchés, les plus influents, les plus puissants, c'était la classe dirigeante allemande. C'est elle qui avait le plus de force sur l'économique, etc. Et c'est elle qui a imposé son propre modèle, son modèle ordolibéral. Je vais développer. Vous avez déjà un livre sur ce sujet. Je vais montrer en quoi ce modèle emmène l'Europe vers les funestes développements que l'on connaît aujourd'hui. Alors, c'est vrai de la politique. Il s'agit ordolibéral. Il s'agit de contrôler les choses de manière très stricte. La première des choses, c'est la politique monétaire. Elle doit être restrictive, empêcher le moindre risque d'inflation, je viens de l'évoquer. Elle doit veiller aussi au rationnement des dépenses publiques. C'est aussi pour ça que nous sommes dans une austérité permanente, si je puis dire. La fameuse austérité avec interdiction de dépasser 3% de déficit budgétaire. Et même aujourd'hui, c'est plus que ça. Aujourd'hui, il y a eu la ratification en 2012 du traité budgétaire européen. Et aujourd'hui, c'est interdit de dépasser 0,5% de déficit structurel. Donc, un cadre extrêmement strict. Et puis la dernière des choses dans ces politiques ordolibérales, c'est que ces réformes-là, cet engagement, ce carcan de Maastricht, il doit être entouré, il doit être complété par des réformes structurelles. Ces réformes structurelles, c'est privatisation, réforme du Code du travail, flexibilité des marchés du travail, etc. On en sait quelque chose ici en France maintenant avec ce que développe le président Macron. Bon. En fait, ce qu'on cherche à faire avec ce cadre ordolibéral très strict, c'est de mettre l'Europe, de placer l'économie européenne sur une sorte de pilotage automatique, afin de le préserver de quelque manière que ce soit d'influence des citoyens, d'influence, voilà, il faudrait l'influence politique qui pourrait être néfaste. Pilotage automatique par qui? Pilotage automatique par les marchés, par les grandes entreprises, qui elles, ont
obtiennent exactement ce qu'elles veulent obtenir pour réaliser leur profit. C'est la garantie, cet ordolibéralisme, une espèce de garantie de vie éternelle au libéralisme. Alors, pour imposer ces orientations, c'est des orientations extrêmement sévères. Hein. Pour imposer ces orientations, on est sur une pente autoritaire. Certains appellent cela post-démocratique, mais c'est effectivement les évolutions qu'on note en France aujourd'hui sont teintées de post-démocratie. On est sur des évolutions que ne renieraient pas d'ailleurs certains partis d'extrême droite. Il n'est qu'à voir les évolutions liberticides de la politique d'Emmanuel Macron dans la dernière période. Avec je ne reviens pas sur c'est un autre dossier, mais sur l'affrontement, le bras de fer entre Emmanuel Macron et les Gilets jaunes. Dans ces conditions, les nationalistes sont bien plus qu'un contre-modèle qui profiterait des dysfonctionnements du système. Ils tirent leur force de ce qu'ils constituent une sorte de couronnement. Leur propre autoritarisme, leur propre... en gros, c'est ce vers quoi se dirigent les politiques officielles de la France, de l'Allemagne, etc. Ils veulent placer l'Europe dans une... Et pour faire cela, ils multiplient les gouvernements de grandes coalitions, comme en Allemagne, le gouvernement d'union nationale, ou comme en France, le gouvernement d'Emmanuel Macron, qui est une grande coalition à la française, ni droite ni gauche, je ne développe pas. Et d'ailleurs, si les nationalistes ont autant le vent en poupe, c'est aussi parce que, bien sûr, de cette situation résulte que les classes dirigeantes de plusieurs pays européens, non des moindres, louchent avec de plus en plus d'insistance sur cette option nationale libérale. C'est-à-dire qu'on rajoute à cette concurrence entre les États, entre les citoyens, entre les travailleurs, on rajoute un seuil supplémentaire. Et puis on voit jusqu'où mène la dérive en Hongrie, en Autriche, où il y a un gouvernement droite, extrême droite, ou en Italie, plus récemment, avec l'arrivée de Matteo Salvini, de la Ligue aux affaires. Voilà. Tout cela est extrêmement dangereux, on le voit. Libérer l'Europe dans laquelle elle est enfermée, c'est aussi la libérer de cette menace nationaliste devenue ô combien concrète. Mais eux, ils disent que cette dislocation de l'Europe... certaines personnes... oui. Donc, c'est varié. Il y a dans toutes les tendances de droite et même certaines gauches, qu'il dit dislocation d'Europe, ça nous ramène à État-nation qui était une période parfaite et on décidait nous-mêmes quand on voulait, ce qu'on voulait. Et ça nous permet, si on revient à cet état-là, de refaire l'Europe à notre manière, et certains un petit peu plus douces, si on peut dire, qu'il dit de chaque élément il faut renégocier et amener de faire d'autres choses. Alors, quel est le danger de cette dislocation d'Europe qui Alors, excusez-moi, mais c'est très important de revenir sur cette idée-là, parce que c'est vrai qu'il y a un certain nombre de gens qui se disent « bon, l'Europe va se disloquer, l'Europe est très malade, l'Europe... » Bon, pourquoi pas, finalement, on ne pourra, effectivement, on ne pourrait que revenir en arrière aux États-nations, et donc avec le souvenir que finalement dans cette période des États-nations après-guerre, les choses n'allaient pas si mal, etc. Donc c'est une idée fausse, très fausse, mais je vais développer pourquoi, mais extrêmement pernicieuse, parce que, bon, effectivement, avec
ça pourrait être une conséquence logique de ce qui se passe. On revient aux États-nations et pourquoi pas, on pourrait envisager une reconquête progressiste à partir des États-nations. Il y a certains tribuns de gauche même qui évoquent cela. Sauf que d'abord, il faudra se délivrer de l'emprise nationaliste. Parce que si on laisse l'Europe se disloquer, il y aura une emprise des nationalistes, comme on le voit notamment en Italie, en Autriche, en Hongrie, etc. Et l'histoire devrait pourtant nous enseigner que à chaque fois que les nationalistes ont pris le pouvoir, ça ne s'est pas forcément très bien passé pour les peuples européens. Surtout au XXe siècle. Donc on devrait prendre les choses avec des pincettes avant de se laisser embarquer dans une telle aventure. Et puis, alors ensuite, il faut regarder, on n'est plus dans la période d'après-guerre, on n'est plus dans ces conditions de l'après-guerre. À cette époque-là, les États avaient effectivement une plus grande capacité de résistance, de résilience, parce que il y avait moins d'interdépendance. Aujourd'hui, le terme le plus fort et qui correspond mieux à la réalité d'aujourd'hui, c'est l'interdépendance. Il suffit de regarder, peut-être qu'on le développera, la catastrophe que constitue le Brexit, le cauchemar que constitue le Brexit nationaliste britannique. Et puis, quand on regarde de près ce que font les nationalistes, déjà en Europe aujourd'hui, quand ils sont au pouvoir, parce qu'il y en a certains qui sont au pouvoir, les Salvini, Orban, Kurz, le chancelier autrichien, ils sont au service de logiques de concurrence et de compétition encore plus poussées que le modèle ordolibéral classique européen. Je vois, par exemple, il y a Orban, comme Salvini, ont mis en place une flat tax. Qu'est-ce que c'est que cette flat tax? Flat tax, ça signifie la fin de l'impôt progressif. Il n'y a plus de progression, plus vous gagnez, plus vous payez d'impôts, etc. Il y a une progression en France, c'est le cas encore aujourd'hui, etc. En Autriche, c'est terminé, ça. En Autriche, c'est devenu, et en Italie, c'est devenu un impôt proportionnel. C'est-à-dire que quels que soient vos revenus, vous payez le même seuil. En Autriche, ça doit être autour de 10-15%. Pareil en Italie. Voilà. Mais évidemment, c'est un impôt extrêmement injuste. Ceux qui se frottent les mains de cette flat tax, c'est évidemment les gros détenteurs de capitaux, les actionnaires, les gros actionnaires, etc. Donc ça va plus loin encore que Emmanuel Macron lui-même n'a pas pratiqué une flat tax, mais il l'a concentré, si je puis dire, au niveau des actionnaires. Ce sont les revenus financiers qui sont taxés de la même façon, taxés de façon proportionnelle par une flat tax. Donc il ne s'est pas aventuré au-delà. Donc et puis par exemple, il y a eu cette introduction de la semaine de 60 heures. Imagine, la semaine de 60 heures en Autriche. C'est une semaine qui peut s'étendre sur 60 heures, tout en maintenant à 40 heures la durée légale du travail autrichien, parce que c'est étalé sur le temps. C'est-à-dire que pour répondre à ce besoin de flexibilité qu'exige le patronat autrichien, on a étendu la semaine à 60 heures. C'est-à-dire que dans des périodes de forte demande, de fortes commandes, les salariés sont contraints de travailler en heures supplémentaires, jusqu'à 60 heures, mais sans être payés en heures supplémentaires. Voilà. Donc ça, les syndicats autrichiens ont réagi très fortement à cela, mais pas toujours pareil, passé en force, en faisant des surenchères à chaque fois dans la démagogie nationaliste. Parce que ça aussi, c'est extrêmement dangereux, extrêmement préoccupant.
Parce que Orban, par exemple, a introduit une loi qui permet, quand il était en difficulté sur le terrain économique et social, il a introduit une loi qui permet d'imposer des travaux d'utilité collective aux chômeurs de longue durée. Moyennant une indemnité dérisoire, les chômeurs doivent travailler pour les villes, les villages, les communautés, etc. Et cela visait particulièrement la communauté rome. Donc une mesure, on est dans la, comment on dit en France, ce que le RN appelle la préférence nationale. Donc tous ceux qui, vous imaginez, dans quel type de société on serait, dans quel cauchemar on serait si on avait une société où les gens qui se côtoient ne touchent pas, n'ont pas les mêmes droits. Voilà. Donc voilà, c'est une fuite en avant extrêmement grave. Ça n'empêche pas le même Orban, par exemple, d'être totalement intégré, et très bien intégré, au système de production des multinationales allemandes. Là aussi, il joue, c'est pour ça qu'il faut être très très prudent avec la complexité européenne, il joue sur le forint, la monnaie locale, pour faire venir les Volkswagen, les grands groupes allemands sur son territoire, Audi, etc., qui fabriquent, il leur a fait un pont d'or, y compris sur le plan fiscal, en les attirant sur son territoire. Il a par exemple fait une usine de moteurs, inaugurée il y a peu de temps, une usine de moteurs du groupe Volkswagen. Et ben, pour le groupe Volkswagen, c'est parfait. Hein, le forint étant pas très dévalué par rapport à l'euro, ça coûte pas cher. Et ça permet aux multinationales allemandes d'avoir d'un main-d'œuvre pas cher, de fabriquer à bas coût les pièces essentielles c'est les pièces essentielles des automobiles, et donc d'obtenir un avantage de compétitivité très intéressant. Donc il est complètement intégré là-dedans. C'est pour ça que je parle de national-libéralisme. Voilà. Donc avec cette situation que vous avez exposée, bien sûr, profondément dans le livre, alors quoi faire? Cette situation, notre avenir, évidemment, on l'aura compris, ne peut pas passer par cette régression nationaliste. Donc il va falloir y résister. Et promouvoir, mais la meilleure façon d'y résister, c'est aussi de promouvoir et de développer un autre système européen de coopération, de solidarité. Et je pense que ça, c'est un devoir, ce double aspect, cette résistance et ce besoin de résistance et ce besoin d'alternatives concrètes, précises, c'est un devoir pour la gauche aujourd'hui. Celle-ci a tout à perdre, la gauche française aurait tout à perdre à se laisser gagner par la démagogie consistant à essayer de capter d'une manière ou d'une autre le ressentiment des populations qui souffrent pour laisser entendre qu'une solution providentielle passerait par la dislocation de l'Europe. J'ai évoqué un instant dans la deuxième question que vous m'avez posée, en brandissant au besoin un plan B aux contours les plus flous. Ce n'est ni sérieux ni responsable, car cela joue dans la main des nationalistes, en légitimant de fait leur discours anti-européen, leur démagogie xénophobe, tout comme ça l'est irresponsable quand il est suggéré qu'il faut, d'une manière ou d'une autre, limiter l'immigration, machin, etc. Enfin, et donc pointer, de fait, légitimer un discours qui, de fait, pointe l'immigration comme la principale responsable de tous les maux européens.
Il faut se garder de ce type de raccourci mortifère pour l'Europe, comme pour les nations, et s'attacher à bien, la nation qui la compose évidemment, et s'attacher à bien appréhender toute la complexité des enjeux européens. La plus grande contradiction du moment est qu'il n'y a sans doute jamais eu autant besoin de coopération et de solidarité européenne, alors même que l'Union européenne est si menacée. Et c'est, je pense, le courage politique qui s'incarne dans Jan Brossa et la liste qu'il conduit aux européennes, de ne rien lâcher sur cet enjeu de classe. C'est un enjeu de classe au niveau européen, au niveau français et au niveau européen. La liste du PCF est constituée pour moitié d'ouvriers et d'employés. Cela ne doit rien au hasard. Et elle est tournée vers la solidarité et les autres peuples européens contre la dictature des marchés, la dictature du carcan que j'ai développé au début de cet entretien, des marchés financiers et des grandes entreprises multinationales, et contre l'ordolibéralisme que nous évoquions également. Il y a un besoin de libérer l'Europe de ces vieux carcans et de rapprocher les peuples, comme jamais, je le disais, comme affirmation d'une alternative sociale et environnementale sur le continent face à l'offensive d'un certain Donald Trump. Ce Donald Trump, c'est quand même le champion du monde du national-libéralisme aujourd'hui. Et on sait combien il dispose de relais au niveau européen parmi ces forces d'extrême droite, y compris jusqu'au sein du Rassemblement national français. Et on sait qu'il préférerait une Europe qui éclatait, retrouver ces États-nations, si on peut les appeler comme ça, et pour mieux traiter en bilatéral et en position de force avec eux. Dès maintenant, sans attendre, je pense qu'on peut changer les textes des traités sans toucher aux textes des traités, hein, puisque ces textes il faudrait des majorités qui n'existent pas pour l'instant en Europe. Donc améliorer. On pourrait, non pas améliorer, sans changer les textes des traités, on peut faire des choses, on peut imposer des choses. C'est des rapports de force qui feront cela. Et l'une des choses les plus urgentes, c'est de combler les gigantesques déficits d'investissement dans notre pays et dans toute l'UE. On le voit bien, un gigantesque déficit d'investissement, on parlait des Gilets jaunes tout à l'heure, des régions périphériques françaises qui souffrent de ces gigantesques déficits d'investissement, y compris en termes tous les pays souffrent, jusqu'à l'Allemagne. Et il faudrait, pour y arriver, on aurait la possibilité de le faire. Il y a eu, dans la dernière période, pour faire suite à la crise de l'euro dans les années 2012-2013, à la suite du krach financier de 2008, il y a eu une intervention massive de la Banque centrale européenne qui a prêté jusqu'à 3 000 milliards d'euros dans la période entre 2015 et 2018, 3 000 milliards d'euros avec des crédits à taux zéro. Crédit à taux zéro, c'est merveilleux. Vous prêtez de l'argent, mais vous ne devez pas plus que la somme qu'on vous a prêtée. C'est génial. Sur les marchés financiers. C'est les marchés financiers qui ont bénéficié de ça. Ce sont les banques qui ont bénéficié de ça. Et qu'est-ce qu'ils en ont fait? Ils en ont fait, la plupart du temps, beaucoup, c'est parti, cet argent, ces crédits gratuits. Ils espéraient faire, selon la fameuse théorie du ruissellement, que ça viendrait jusqu'à l'économie réelle. Mais non, c'est pas venu jusqu'à l'économie réelle. C'est allé dans la spéculation. Et au risque de nourrir une nouvelle bulle financière qui pourrait éclater. Là, j'ai vu, il y avait un économiste connu qui vient de publier un bouquin qui parle, lui, d'une menace imminente d'une nouvelle crise financière.
Donc il faut faire tout autre chose. Cet argent, la mobilisation de cet argent, de ces crédits à taux zéro, c'est possible. Ça s'est fait en contravention des politiques, des traités. Ça s'est fait en contravention de ça. Mais il faut continuer d'être en contravention, si je puis dire, mais pour mettre cet argent gratuit, ces crédits gratuits, pour les mettre à disposition des immenses besoins qui apparaissent aujourd'hui en Europe. Hein, il y a des immenses besoins au niveau environnemental. Si on veut vraiment lutter sérieusement contre le réchauffement climatique, si on veut vraiment empêcher la hausse des températures, il faut des investissements considérables. Et donc ces crédits à taux zéro de la Banque Centrale Européenne pourraient servir un réseau de services publics environnementaux qui permettrait de placer ce niveau de services publics environnementaux au niveau du défi auquel l'humanité est confrontée, avec l'Europe et l'humanité sont confrontées. Voilà, et sans parler des investissements sociaux, hein, puisque ce qui caractérise malheureusement l'Europe aujourd'hui, France, Allemagne comprises, c'est des disparités sociales absolument colossales. Au lieu d'avoir un ascenseur social qui fonctionne, on a un descendeur social depuis quelques années qui fonctionne et sous l'égide de ces réformes de flexibilisation du marché du travail, etc., cette obsession. Voilà. Donc il y a là quelque chose, il y a là un rapport de force à construire, et c'est encore une fois tout à l'honneur de la liste conduite par Yann Brossard et ses colistiers de se battre sur ce terrain de classe-là. Merci beaucoup Bruno. Donc, je rappelle le titre de votre dernier livre, Libérons l'Europe, aux éditions Procan. Merci.